Vous êtes raciste et vous ne le savez même pas. Le racisme n'est pas toujours flagrant ou facile à repérer. En fait, il se peut que vous le perpétuiez sans savoir et sans même vous en rendre compte. Donc avant de parler de racisme, il faut déjà qu'on soit clair sur toutes les définitions qu'on va être amené à aborder. Donc en gros, stéréotype, c'est les connaissances qu'on aurait sur un sujet. Les préjugés, c'est vraiment ciblé, c'est-à-dire c'est dirigé, c'est j'aime pas quelque chose, j'ai un préjugé vis-à-vis de quelque chose. Et la discrimination, c'est un comportement effectif. Donc en gros, stéréotype, ça peut être les Arabes sont des voleurs, mais je peux avoir ça comme stéréotype sans forcément adhérer à ça, sans forcément éprouver une aversion contre les Arabes. La discrimination, ce sera le comportement effectif. Donc la discrimination, c'est vraiment le comportement négatif qui est dirigé contre les membres d'un exogroupe, on l'appelle ça. Donc l'endogroupe, c'est mon groupe à moi, l'exogroupe, c'est leur groupe à eux. Par exemple, ça peut être le refus de louer un logement parce qu'il est maghrébin, parce qu'il est noir, ou de favoriser le recrutement d'un homme plutôt que d'une femme ou d'une personne qui n'aurait pas de handicap versus une personne qui a un handicap. Et ça, notamment, il y avait une étude qui avait fait beaucoup de bruit, qui est celle de Amadieu en 2006 sur la discrimination en l'emploi. L'idée pour lui, c'était de comparer les convocations à l'entretien d'embauche qu'obtient un candidat de référence, donc c'était un homme de 28-30 ans, français de souche, etc., avec des candidats factices, donc c'était des faux candidats, qui étaient susceptibles d'être discriminés. Par exemple, on pouvait avoir un homme de 48-50 ans, ça pouvait être une personne qui disait qu'il avait plusieurs enfants, au contraire pas d'enfants, ça pouvait être joué avec le genre, c'est femme, homme, ça pouvait jouer aussi sur l'origine, sur le handicap, etc. Et les résultats, ce qu'ils ont montré, c'est que l'âge, c'est la première forme de discrimination, par exemple. Un candidat de 48-50 ans, il reçoit 3 fois moins de réponses positives que le candidat de référence. Le patronyme maghrébin, c'est-à-dire sans photo, il reçoit aussi 3 fois moins de réponses que le candidat de référence. Donc d'où ça vient, cette discrimination-là, ces préjugés, ces stéréotypes? Et bien en fait, ça provient de processus psychologiques. Déjà, la catégorisation. La catégorisation, ça permet de faciliter le traitement de l'information. Mes profs, ils me répétaient souvent que le cerveau, il est feignant, donc il aime quand c'est simple. Donc il va prendre ça, il va vivre une expérience avec ça, et il va tout compartimenter avec ça. Une fois, je me fais agresser par un chat, tous les chats sont pareils. Les gens de Dijon sont incroyables, les gens de Paris sont super aigris, les gens du Sud sont hyper accueillants, j'en sais rien. Donc la conséquence, c'est qu'il y a une double accentuation. Celle des différences, qu'on appelle un biais de contraste, et celle des ressemblances, c'est le biais d'assimilation. Donc en gros, je suis blanc et l'autre est noir. Eh bien, on est radicalement différents parce que moi je suis blanc et lui il est noir, donc on est complètement différents, biais de contraste, et à la fois biais d'assimilation, tous les noirs se ressemblent, en gros. Donc à ça se rajoute ce qu'on appelle l'endofavoritisme et l'exodéfavoritisme. Tachfel, qui est un chercheur, qui je crois en 81, il avait fait les premiers travaux sur la catégorisation. Et en gros, à partir du moment où on vous met dans une équipe, même sans que vous l'ayez choisi, vous allez favoriser votre groupe et défavoriser l'autre groupe. Alors je fais une généralité, vous verrez qu'il y a des subtilités. Donc ça s'observe dans les comportements effectifs, mais aussi dans les stéréotypes et les préjugés. Donc en gros, je suis blanc, les blancs sont les meilleurs, et les noirs sont mauvais, et tous les noirs sont mauvais surtout. Donc là, vous avez déjà un jackpot inné du racisme qui se met en place. Mais ce n'est pas fini. Vous avez tout un tas de facteurs qui vont favoriser l'apparition de ces biais. Déjà, vous avez la prototypicalité. Plus un noir a des traits de ce que vous pensez qu'est un noir, plus ça facilite l'apparition de ça. Les préjugés, moins vous aimez un groupe de personnes, plus vous avez accès aux stéréotypes. Donc à partir de ce moment-là, déjà avec cette petite recette-là, le stéréotype est activé. Mais la discrimination, elle n'est pas encore présente. Ce qui va faire que le stéréotype se met en place ou pas, c'est si la personne elle est motivée à ne pas faire preuve de discrimination et si elle en est capable. Il y a des chercheurs, Clark notamment et puis collaborateurs, en 1947, ils ont fait l'expérience de la poupée, qui est tristement célèbre. Donc ils vont examiner le développement de l'identification raciale et de la conscience de soi, raciale chez les enfants noirs. Donc souvent aux États-Unis, ils font vraiment cette grande distinction dans les études autour du racisme noir versus blanc. Donc là, ils vont prendre des enfants de 3 à 7 ans, je crois qu'il y a 116 garçons puis 130 filles. Donc il y a des blancs, des métis et des noirs. Donc on présente une poupée noire et une poupée blanche. Et on va leur demander laquelle est belle, laquelle est gentille. En gros, laquelle elle préfère. Résultat, la majorité des enfants noirs préfèrent la poupée blanche et rejettent la poupée noire.
Les 2 tiers préfèrent jouer avec la poupée blanche et la trouvent plus gentille. 59% des enfants trouvent la poupée noire méchante versus 17% pour la blanche. Donc ça veut dire que l'apprentissage, il se fait assez tôt. Et donc on pourrait incriminer le système familial, scolaire, social. Et justement, on va essayer d'explorer un petit peu tout ça. D'abord, le rôle des parents. Sur les différences hommes-filles, il y a des études qui sont assez intéressantes. Notamment Rubin et collaborateurs en 1974, ils observent que les parents ils perçoivent des différences de genre. C'est-à-dire que les garçons ils sont perçus comme assurés, forts, alors que les filles elles sont plutôt définies comme étant tendres, délicates. Une autre étude, Stern et collaborateurs en 89, les adultes, ils observent que les adultes ils jouent de manière masculine avec un bébé qu'ils pensent être un garçon et l'inverse pour les filles. Ça, c'est effectif précisément lorsqu'ils ne savent pas si c'est un garçon ou une fille. On leur dit simplement c'est un garçon ou c'est une fille. Donc ça, c'est ne serait-ce que pour la parentalité. Vous verrez, il y a une autre expérience intéressante par rapport à ça, notamment avec les prénoms. Pour les enseignants, souvent, dans classe, ce qu'ils observent, c'est qu'il y a un recours aux oppositions filles-garçons pour manager la classe. Les filles, on va leur accorder plus d'importance qu'aux garçons, parce qu'on va les considérer comme étant plus responsables. Le feedback va être différent, c'est-à-dire qu'il y a plus d'encouragement et on tolère plus les comportements agressifs chez les garçons. Donc il y a moins d'encouragement pour les filles, c'est-à-dire moins de temps pour leur répondre. Et puis le feedback, il est essentiellement sur l'apparence des filles. Donc il y a une autre étude aussi avec les parents qui peut être intéressante. On observe aussi que selon le prénom, on a une tendance à accorder la personnalité et les attributs moyens des personnes qui portent ce prénom. C'est-à-dire que, admettons que votre enfant s'appelle Kevin, vous allez avoir une représentation de tous les Kevin que vous connaissez, vous en faites une espèce de moyenne et vous considérez que l'enfant qui se trouve devant vous possède en moyenne les attributs des Kevin. Ça peut s'appliquer à la même chose avec un garçon qui s'appellerait Mohamed ou un garçon qui s'appellerait Jonathan ou j'en sais rien. Et donc ça, de la même manière, ça pourrait contribuer, influencer la construction de l'identité de l'individu. Donc là, on se pose une question qui est, à ce stade-là, vous devez vous poser une question qui est assez importante, c'est mais qu'est-ce qui vient en premier? L'œuf ou la poule? Est-ce que c'est parce que j'ai des attentes d'un comportement qu'il apparaît, ou bien il apparaît, et à force d'expérience, j'ai ces attentes-là? Parce que pour certains chercheurs, par exemple, les stéréotypes, ils sont considérés comme vrais. Et donc, ce ne serait pas une erreur que d'en avoir. On peut prendre l'exemple de la pseudo-générosité des femmes. Il y a une étude qui a été faite et on examine le choix d'hommes et de femmes qui disposent d'une somme d'argent. Et donc, soit ils pouvaient la garder pour eux, soit ils pouvaient la partager avec une autre personne dont le degré de proximité variait. Ça pouvait être un ami, un collègue, une connaissance ou un inconnu. Et donc, on mesurait le type de choix, égoïste ou altruiste, et la réaction de leur cerveau dans un IRM. Et bien, ce qu'on observe, c'est que les femmes, elles partagent plus que les hommes, à 52% de choix altruistes en moyenne, contre 39% pour les hommes. Et là, l'IRM révèle que le circuit du plaisir, striatum, il s'active davantage chez les femmes pour les choix altruistes, versus il s'active plus souvent pour les choix égoïstes chez les hommes. Et donc, en gros, peu importe le choix, il est égoïste parce qu'il est initié par une volonté inconsciente de satisfaire son circuit du plaisir. Et donc, pourquoi ? Le conditionnement et la malléabilité du circuit du plaisir chez les enfants, il serait en cause. C'est-à-dire que les filles et les femmes, on leur donne plus de feedback positif quand elles se montrent coopérantes, généreuses, etc. Tandis que pour les hommes, il y a plus de feedback positif quand ils se montrent compétitifs, dominants, etc. Donc altruistes, motivés et égoïstes, motivés. Et donc, si on a ces raccourcis et que ça perdure, il faut mettre de côté l'aspect éthique. Si le cerveau fait ça, c'est qu'il y a un intérêt de l'ordre de la survie. La plupart des stéréotypes ils sont basés sur des aspects négatifs. Le cerveau il préférera croire à tort qu'il y a un danger que de croire à tort qu'il est en sécurité. Concrètement, vous êtes en forêt et vous entendez un bruit près de vos pieds. Le cerveau il va préférer se dire que c'est un serpent plutôt qu'un moineau. Parce que si c'est un serpent, vous aurez surréagi correctement au final. Si c'est un moineau, vous aurez surréagi. Bon, au pire, vous aurez l'air idiot, mais vous serez toujours en vie. A l'inverse, c'est un serpent et vous considérez que c'est un moineau, là vous réduisez vos chances de survie. Ça, c'est pas acceptable pour le cerveau. Plus concrètement, si vous garez votre vélo auprès d'un groupe de maghrébins, que vous avez le stéréotype que les maghrébins sont des voleurs, le cerveau il va préférer se dire que vous avez des chances d'être volé plutôt qu'à côté d'un groupe d'Européens blancs, par exemple. Mais le problème, c'est que les maghrébins, conscients de ça, vous allez peut-être créer chez eux le comportement attendu chez la cible.
C'est là-dessus que notamment repose l'effet Rosenthal et Pygmalion. Si ça ne vous parle pas, je ferai certainement aussi une vidéo là-dessus, parce que c'est un effet qui est super intéressant. Donc il y a une super étude qui a été faite de Wordzana et Cooper en 1974, où là l'idée c'est d'observer les attentes, les comportements d'un recruteur en fonction de s'il a un candidat blanc ou un candidat noir. Et donc on va regarder sa façon de se comporter, de parler, etc. en fonction du candidat et de sa couleur de peau. Et ben, ce qu'on observe, c'est que quand le candidat il est noir, il y a plus d'erreurs de langage, il y a une plus grande distance dans la posture et on prend moins de temps pour l'interviewer que quand c'est un candidat blanc. Ensuite, ils font une deuxième étude, toujours en 1974 avec les mêmes auteurs, et cette fois-ci, on va mettre comme étant complice le recruteur. Et donc, il va faire comme l'étude d'avant, c'est-à-dire que lorsque le candidat est noir, il va avoir le même comportement, il va prendre moins de temps, plus de distance, etc. Donc, il va avoir le même comportement que dans l'étude précédente. Donc, ils ont été entraînés pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les candidats noirs, donc les sujets, les participants, ils sont devenus moins bons. Ils avaient plus d'émotions négatives, plus de comportements moins adaptés, plus nerveux et eux-mêmes avaient une plus grande distance. Les attentes ont construit le comportement observé. Donc on voit maintenant, là, depuis plusieurs minutes, que ça a des effets délétères. Mais si ça reste, c'est que forcément on y trouve un avantage. On a parlé de la catégorisation, on a parlé du fait que le cerveau était feignant et que de fait il va préférer faire ça, mais pourtant, éthiquement, c'est discutable. De par les conséquences que ça a, c'est discutable aussi parce que ce dont on se sert pour alimenter des stéréotypes sont peut-être aussi des choses qu'on a créées indirectement. Donc il y a notamment une étude super intéressante qui a été faite où justement on va observer l'impact de Hollywood, notamment des films qu'ils produisaient sur, alors je ne sais plus quelle région du monde, mais il faudrait que je retrouve par rapport à ça. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation, enfin il y a un apprentissage des stéréotypes, des préjugés, de la discrimination à travers ces films-là. C'est-à-dire qu'a été recensé, je ne sais pas, sur 1000 films américains, 80% du temps, ou 90%, là je dis quelque chose de hasard, mais je vous dirai quelque chose de plus précis sur le moment, peut-être à travers un titre. Ça a été montré que la quasi-totalité des films américains, le rôle des méchants était endossé par des peuples arabes ou russes, dans la quasi-totalité du temps. Et l'impact du cinéma, de la télévision aujourd'hui est colossal et donc contribue d'une certaine manière à l'apprentissage qu'on a des stéréotypes, à l'apprentissage qu'on a des préjugés et de la discrimination effective qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que la discrimination se base sur les préjugés, se base sur les stéréotypes. Et on va voir qu'en fait, pour certaines personnes, il y a un intérêt à ce que ça soit là. Donc je ne suis pas dans la théorie du complot à dire que les instances politiques dirigent les films et demandent à ce que les méchants soient ça ou ça. Bon, on peut se poser la question, mais ce n'est pas du tout là-dedans que je veux aller. C'est plutôt sur le fait qu'il peut y avoir un intérêt autant individuel que groupal à ce que les stéréotypes restent présents. Et donc, on va observer ici ensemble les trois principales fonctions de justification des stéréotypes notamment. Le premier point, c'est la justification de l'ego. Les stéréotypes, ils agissent comme étant un mécanisme de défense qui permet à l'individu de rationaliser ses conduites à l'encontre d'une catégorie sociale donnée. La deuxième justification, c'est la justification du groupe. Les stéréotypes, ils visent à maintenir et renforcer une identité sociale positive chez les individus. Et enfin, la justification du système. Les stéréotypes permettent de légitimer les différences de statut entre les personnes et les groupes dans la hiérarchie sociale. Les inégalités entre les individus ou groupes sociaux, ils sont perçus comme étant justes, normales et naturelles. Stéréotypes négatifs à l'égard des chômeurs, ils sont feignants et assistés. Stéréotypes positifs à l'égard des femmes, elles sont attentionnées et maternelles. Donc les stéréotypes, ils participent à la justification du statu quo. Le problème, c'est qu'il y a un biais cognitif qui peut aussi s'immiscer là-dedans. Et on va parler du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est le fait d'accorder de l'intention et de l'intérêt aux éléments qui confirment notre hypothèse de base. Et ça va avoir une grande problématique. Notamment, il y a Duncan en 1976 qui a fait une étude aux États-Unis où les personnes noires, elles sont souvent stéréotypées comme étant des personnes agressives et violentes. Voilà, c'est le stéréotype, en tout cas aux États-Unis. Et donc, dans son étude, il présente une interaction qui met en scène deux personnes. C'est une discussion agitée, puis une des deux personnes, elle bouscule l'autre. Donc, ce qu'on va observer, c'est les participants, ils vont décider si cette bousculade, elle peut être considérée comme étant un comportement violent. Donc, il y aura un certain nombre de pourcentages pour les gens qui pensent que cette interaction-là était violente. Dans la condition où l'agresseur, il est blanc, eh ben, quand il est face à une victime noire, on considère que c'est à 17% violent. Quand la victime, elle est blanche, on considère à 13% que c'était violent. Donc ça, c'est les comportements blanc versus noir et versus blanc. Maintenant, quand l'agresseur, il est noir, la majorité des participants vont considérer que c'était agressif. 69% lorsque la victime était noire et 75% quand la victime était blanche.
Et encore une fois, c'est exactement la même situation, si ce n'est que la couleur de peau change. Le stéréotype associé aux Noirs aux États-Unis semble donc avoir servi à expliquer, interpréter un comportement qui était ambigu. Donc ça soulève quelque chose d'important. C'est que si ça biaise notre lecture de la réalité et notre appréhension de ce qui se passe, c'est que ça doit biaiser également notre prise de décision. Et donc, Correll, Park et collaborateurs, en 2002, ils font une expérience qu'ils ont appelée le dilemme du policier. Ils vont créer un jeu vidéo de tir où on présente une série d'images de jeunes hommes. Donc, un coup, il est avec une arme, un coup, il est sans arme, dans différents contextes, dans la rue, dans un magasin, etc. Et on va jouer aussi sur est-ce que la personne, elle était noire ou blanche. Le but du joueur, c'est de tirer sur chaque personne avec une arme. Donc, il faut appuyer sur un bouton tir, ou alors de ne pas tirer sur les personnages qui n'ont pas d'armes, et donc appuyer sur le bouton non-tir. Donc, soit ils ont le bouton tir, soit ils ont le bouton non-tir. Résultat, il y a un biais racial dans la décision de tirer. Les participants ils tirent plus rapidement sur une personne armée d'un pistolet quand elle est noire plutôt que quand elle est blanche. Les participants ils décident plus rapidement de ne pas tirer sur une personne sans arme lorsqu'elle est blanche plutôt que lorsqu'elle est noire. Correll, en 2007, ils font une autre étude où là, ils vont manipuler l'accessibilité du stéréotype des Noirs en tant que noir égale danger et crime. Ils font une étude où là, ils prennent des participants et ils lisent un article de presse. Par exemple, vol à main armée commis par 2 Noirs versus commis par 2 Blancs. Et donc là, le jeu vidéo, de la même manière, ils appuient sur le bouton tir du clavier et ils appuient sur le bouton ne pas tirer en fonction de s'il a une arme ou pas l'arme. C'est la même expérience, sauf qu'avant, ils font lire cet article. Résultat, le fait de renforcer l'accessibilité du stéréotype noir égale criminel, ça affecte le biais dans la décision de tirer. Donc en gros, les participants qui ont lu au préalable un article de presse qui présentait les 2 Noirs comme ayant commis des vols à main armée, ils montent un critère de décision plus bas, c'est-à-dire qu'ils vont tirer plus souvent que lorsque la cible est une personne noire. Et il n'y a pas de différence dans le critère de décision lorsqu'au préalable, les participants ont lu un article de presse qui présentait les 2 Blancs ayant commis des vols à main armée. Donc maintenant, c'est clair. Et vous devez vous dire, ok, avoir des stéréotypes, maintenant, on sait que c'est mal. Mais est-ce qu'on peut les contrôler? Admettons qu'effectivement, j'ai ces stéréotypes que je juge immoraux et que je veuille faire quelque chose. Donc McRae et collaborateurs, en 1994, ils font une étude où ils demandent aux gens, voilà, je vous montre la photo d'un skinhead, maintenant vous allez essayer d'imaginer sa journée. La moitié des participants, ils devaient s'abstenir d'avoir recours à leurs stéréotypes sur ce groupe d'individus, c'est-à-dire qu'ils sont racistes, violents, etc. Donc ils devaient se dire, non, j'essaie de ne pas penser à ça, non, j'essaie de me dire autre chose. Ensuite, on dit aux participants qu'ils vont rencontrer le skinhead de la photo. On les conduit dans une salle où il y a une rangée de chaises, et sur l'une des chaises, il y a un blouson et un sac à dos. Et on leur demande de s'asseoir et d'attendre le skinhead. Donc à ce moment-là, les participants auxquels on a demandé de ne pas penser à leurs stéréotypes, c'est-à-dire de se dire, allez, non, il n'est pas raciste, il n'est pas violent, etc., ils vont s'asseoir beaucoup plus loin de la chaise, qui pourrait être celle du skinhead, que les participants qui n'ont pas eu cette consigne. Donc même à titre individuel, c'est compliqué. Et donc même si vous vous dites, je ne pense pas à ça, il y a de grandes chances que vous mettiez en place ce comportement-là. Donc imaginez si on voulait imposer aux gens de ne plus avoir de stéréotypes. C'est impossible, voire ce serait contre-productif. Et il y a une autre expérience qui a été réalisée qui est assez intéressante, celle de Crosby et collaborateurs en 80, où là ils vont étudier le comportement de donation de sang. Donc là encore une fois, c'est aux États-Unis. Donc des blancs américains envers pour des noirs américains. Donc là, on fait varier la situation, ou bien c'est en situation indirecte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de face-à-face. Et là, la plupart des blancs, ils préfèrent donner leur sang à un autre blanc. Lorsqu'il y a une situation de face-à-face directe, où là, refuser de donner son sang à un noir, là, c'est publiquement visible, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de doute possible, la proportion des blancs qui montraient un biais de donation pro-blanc, c'est-à-dire ils donneraient plus aux blancs qu'aux noirs, ça se réduit considérablement. Donc on voit une chose, c'est que le fait d'être en présence, le fait d'être confronté, diminue grandement la discrimination, diminue grandement l'expression d'un stéréotype ou l'expression d'un préjugé. Donc là, on aurait une donnée qui est quand même assez intéressante, qui montre que le fait d'être chez soi peut augmenter ce biais-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux, la digitalisation de plus en plus de choses, limite de plus en plus ces interactions et fait que même les processus de recrutement peuvent se passer à distance.
Donc c'est là où l'expression d'une discrimination elle va être facilitée comparativement à si on était face à la personne. Maintenant, vous devez vous dire, oui, mais moi j'ai l'impression de ne pas être touché par rapport à ça. Moi j'ai l'impression d'avoir la capacité d'inhiber ce que je ressens, d'avoir la capacité d'inhiber ces stéréotypes-là, voire de ne pas avoir ces stéréotypes du tout. Encore une fois, là n'est pas la question. Et même si vous en doutez, ce que je vous propose, c'est de passer un petit test. Il y a un test sur Google qui s'appelle le test d'association implicite, que vous pouvez faire sur Google sans problème. Je vous montrerai certainement la capture que j'ai pu faire moi, et qui permet de montrer ça. Encore une fois, avoir des stéréotypes, ce n'est pas grave. Avoir des préjugés, ce n'est pas grave non plus dans l'absolu. Ce qui est condamnable, par la loi notamment, c'est la discrimination. Vous avez le droit de... Le but, c'est pas d'aimer tout le monde. Le but, c'est pas d'avoir un avis positif sur tout le monde. Et de toute manière, même lorsqu'on le fait, ça fonctionne pas. Le but, c'est plutôt de changer notre critère d'expression d'un comportement. C'est-à-dire de ne pas le faire forcément en fonction de si j'aime ou pas une personne, c'est-à-dire d'être le miroir de l'affectivité que j'ai pour une personne, mais plutôt d'agir en fonction de quelle personne j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être une personne qui fait des différences entre les ethnies? Est-ce que j'ai envie d'être une personne qui fait des différences en fonction de la sexualité de chacun? C'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser, plutôt que de chercher à vouloir agir en fonction du ressenti que j'ai pour une personne ou un groupe. Donc après, il y a plein d'autres choses qui vont contribuer à ça, c'est-à-dire que se pose aussi la question de comment est-ce qu'on peut avoir de la discrimination pour notre propre groupe de référence. Et bien en fait, la réponse, c'est typiquement, là, il y avait eu des grands questionnements au niveau politique avec un des membres du parti, je crois, de Éric Zemmour, qui était de couleur noire, et donc personne ne comprenait qu'est-ce qu'il faisait là. Ou alors vous avez aussi un autre homme politique, Jean Messia, qui avait changé son nom et son prénom pour faire partie de tel autre bord politique. Il y a cette incompréhension sur comment est-ce qu'on peut être la cible d'un stéréotype, la cible d'un préjugé, voire d'une discrimination, et faire partie, se reconnaître du groupe qui est porteur de ce message-là de discrimination. Et bien en fait, tout se joue au niveau de l'identité sociale. C'est-à-dire que si je me compare défavorablement aux membres de mon endogroupe, c'est-à-dire que je suis arabe et je me dis que je ne suis pas très bien dans ce groupe d'arabes, ben ça va générer chez moi une identité sociale qui est négative et qui peut avoir un effet néfaste sur l'estime de moi. Et donc face à ça, je vais pouvoir mettre en place des stratégies de défense de l'estime de moi. Par exemple, Tachfeld Turner en 86, ils ont montré que la comparaison sociale, si elle est défavorable, eh ben les membres de l'endogroupe, ils vont avoir recours à des stratégies individuelles ou collectives pour rehausser leur image de soi collective. C'est-à-dire qu'en gros, je fais partie du groupe des Arabes, et le groupe des Arabes s'est vu super négativement en ce moment. Eh bien, ou bien je vais avoir des stratégies pour revaloriser l'image des Arabes, ou bien je vais avoir des stratégies pour revaloriser mon image. Ou bien je vais agir avec l'étendard des Arabes et dire, allez, les Arabes, ils sont super, regardez à quel point on agit pour l'écologie, on agit pour les gens, etc. Ou bien je vais me dire, non, moi, Medjed, je suis différent, et donc je vais développer mon identité différemment. Donc les stratégies individuelles sont surtout adoptées quand les membres du groupe croient que la situation intergroupe elle est stable et légitime. Ça veut dire que si je considère que, en fait, c'est juste normal qu'on dit ça à des Arabes parce que, effectivement, on est toujours en train de mal agir, on est toujours en train de faire telle ou telle chose qui sont négatives et qui justifient nos stéréotypes, et là, je vais plutôt mettre en place des stratégies individuelles, c'est-à-dire me différencier du groupe. A l'inverse, si je me dis que c'est pas normal, c'est pas légitime et que c'est instable, là je vais essayer d'œuvrer pour revaloriser l'image de mon groupe. Mais si je considère que ça y est, en gros, c'est cuit, il n'y a plus rien à faire, je vais agir au niveau individuel. Si je me dis qu'il y a une chance, je vais agir au niveau du groupe. Et donc là, les stratégies individuelles, vous allez en retrouver plusieurs. Vous avez déjà la mobilité individuelle et l'assimilation à l'exogroupe. Donc c'est dont on parlait, le noir qui fait partie du parti de Éric Zemmour. Quand la mobilité sociale elle est possible, les individus qui se comparent défavorablement, ils peuvent tenter de se joindre au groupe avantagé en adoptant ses caractéristiques culturelles et ses valeurs fondamentales. Par exemple, en apprenant la langue du groupe dominant, en s'assimilant, en adoptant la culture du groupe majoritaire. Donc cette stratégie individuelle, elle est possible dans la mesure où les frontières intergroupes, elles sont perméables, c'est-à-dire qu'un mouvement peut se faire, et où les individus peuvent facilement changer de groupe d'appartenance en se joignant au groupe du coup avantagé. Par exemple, un fils d'immigré qui va devenir médecin peut être un exemple de mobilité sociale qui se met en place. La mobilité individuelle, elle est utilisée préférentiellement par les sujets qui sont peu identifiés à leur groupe. Et ça, c'est super important. C'est vraiment un point clé. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez dans votre endogroupe, la mobilité sociale est moindre. Ça veut dire que la mobilité sociale va être facilitée dès lors que vous, non seulement ne vous identifiez pas à votre groupe, mais vous vous identifiez à l'exogroupe. Ça veut dire que si, en tant que fils d'ouvrier, je me reconnais dans ma situation, devenir médecin sera plus difficile que si je considère que j'aurai plus ma place parmi ce groupe-là. C'est un grand raccourci que je fais, évidemment, ce n'est pas ce qui explique entièrement ce dont je suis en train de parler, mais ça a une variance importante.
Après, il peut y avoir une autre tentative il peut y avoir une autre tentative de protéger l'estime de moi, c'est la comparaison intra-groupe, c'est-à-dire au sein de mon groupe. Quand la frontière intergroupe, elle n'est pas perméable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de changer. Et que là, les individus n'ont pas l'option de se joindre au groupe avantagé, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité de devenir médecin, je n'ai pas la possibilité de devenir je ne sais pas qui. Là, je vais essayer d'améliorer mon estime en me comparant avec les autres individus dans mon groupe. C'est-à-dire qu'entre immigrés, moi j'ai du travail et lui non. Donc je vais essayer de rehausser mon estime à travers cette comparaison-là. Donc ces deux types de stratégies ne permettent pas du tout de réduire les inégalités, hein. Au contraire, elles vont les légitimer. Ça veut dire que même les personnes qui sont cibles de discrimination peuvent être les premiers à l'alimenter. Parce que vous devenez dominant et vous n'allez pas remettre en cause votre dominance. Et donc c'est là où les stéréotypes ils sont puissants. C'est-à-dire que tout part du dominant sur le dominé. Et puis enfin, vous avez le dernier point, c'est les stratégies collectives, qui elles sont adoptées que dans les situations où la structure de la relation intergroupe elle est perçue comme étant plus ou moins illégitime et instable. C'est ce dont je parlais juste avant. Donc ou bien quand c'est légitime et stable, j'agis individuel, quand c'est illégitime et instable, là j'agis au niveau du groupe. Donc là, il peut y avoir plusieurs stratégies qu'on va essayer d'adopter. Le premier point, c'est ce qu'on appelle la créativité sociale. C'est-à-dire que les membres d'un groupe, ils vont essayer de créer de nouvelles dimensions de comparaison qui pourront les avantager dans les comparaisons sociales avec les membres de l'exogroupe. Par exemple, Tachel, il fait une autre étude, on prend deux groupes d'enfants. Un groupe d'enfants, on leur demande de construire une cabane, mais à eux, on leur donne une corde. L'autre groupe d'enfants, on leur donne pas de corde, et donc on leur demande de construire quand même une cabane. Donc on est bien d'accord que la tâche est de construire la cabane. Pourtant, à la fin, ceux qui n'avaient pas de corde, donc qui manquaient de quelque chose, qui n'avaient pas cette capacité à avoir accès aux mêmes choses, ils vont eux se mettre plus en avant à faire un beau jardin, par exemple. Concrètement, ce qu'on peut retrouver en France, années 90, là, personne, fils d'immigrés, culture populaire, ne peut pas atteindre les hautes sphères, donc développement d'une nouvelle culture, la culture urbaine, issue des banlieues, danse, musique, sport de rue, etc. Donc il peut y avoir une redéfinition positive de l'endogroupe, redéfinition positive des caractéristiques endogroupe qui ont longtemps été méprisées par la culture dominante. Par exemple, il y avait eu la création du mouvement Black is Beautiful, qui permettait une comparaison plus valorisante et positive de l'endogroupe noir avec la majorité dominante blanche. La créativité sociale et la redéfinition positive, c'est vraiment des stratégies collectives qui mènent à une différenciation positive d'identité endogroupe au regard du groupe dominant. Dernière partie, et si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations, c'est maintenant quelle est l'utilité des stéréotypes et de la discrimination. Là, on va parler de ce qu'on appelle la théorie de la dominance sociale. Donc il y aurait les dominants et les dominés. Le fait qu'une société se construise là-dessus, elle permet de faciliter notamment la répartition des ressources, de réduire les conflits sociaux internes ou encore d'optimiser les champs de survie des individus, des groupes et de la société. Des avantages compétitifs en termes d'attaque et de défense sur les sociétés qui ne sont pas organisées de façon hiérarchique notamment. Donc on peut retrouver un système d'âge, les vieux sont plus forts que les jeunes, un système de genre, les hommes sont plus forts que les femmes, ou arbitraire, t'es arabe donc tu n'auras pas de travail. Donc selon la théorie de dominance sociale, cette stratification de la société, elle va se trouver justifiée par certaines croyances de l'individu au sujet de la distribution du pouvoir et des ressources entre ces groupes. Et donc on appelle ça des mythes. Donc, ou bien vous avez le mythe qui accentue la hiérarchie sociale, donc qui va favoriser l'émergence et la justification des inégalités sociales. Le racisme justifie les inégalités entre les groupes raciaux, le sexisme justifie les inégalités entre hommes et femmes, et les attributions internes à la pauvreté justifient les inégalités entre riches et pauvres. Puis vous avez les mythes qui réduisent la hiérarchie sociale, en atténuant les inégalités sociales et les rapports de domination entre les groupes. Le féminisme, le multiculturalisme, les droits humains universels ou les attributions externes à la pauvreté. Donc quand je parle d'attributions internes ou externes à la pauvreté, interne c'est je suis riche, c'est grâce à moi, externe ça serait je suis riche, j'ai eu de la chance. Voilà. Donc là justement on attribuerait la pauvreté à des causes externes. En gros je suis pas riche juste par mon travail. Le problème c'est qu'en fait tout dépend de comment vous considérez ces courants. C'est-à-dire que pour certaines personnes, privilégier un Français blanc sur un étranger, ça permet de réduire la hiérarchie sociale parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a un grand remplacement qui s'opère. Donc c'est vraiment au niveau de base que ça se situe. Privilégier une femme sur un homme, au contraire, ça augmente l'inégalité parce que pour certaines, le féminisme est en train d'écraser la masculinité. Donc finalement, les stéréotypes, ils peuvent nous servir pour assurer une fonction de survie, mais également de justifier le statu quo comme on a pu le dire en début de vidéo. Il permet aux dominants d'un groupe de préserver ses ressources. Ils servent à conserver une position avantageuse en dénigrant les groupes qui sont perçus comme étant des compétiteurs potentiels. Donc c'est vraiment un réflexe de peur. En résumé, l'autre m'est inférieur dès lors que je le considère comme autre.
À travers leur message, les religions, elles ont tenté de proposer un autre statut, celui de croyant, qui pourrait englober un peu plus. Mais là encore, l'humain a failli. Les dérives de l'humain, elles prennent le dessus et dénigrer l'autre au point de lui nuire a été possible. Si vous souhaitez être ensemble, il faut un ennemi commun. Et peut-être que le seul espoir de l'humanité pour quitter cette discrimination, ces préjugés, ces stéréotypes, ce serait l'arrivée d'extraterrestres. Si ça arrive, l'endogroupe serait l'humanité. Nous serions l'humanité et l'autre serait l'extraterrestre. Je ne sais pas trop quoi penser de cette hypothèse, mais j'ai pas mieux à vous proposer pour essayer de solutionner le problème. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un sujet que je trouve passionnant. C'est une vidéo qui a été beaucoup plus longue que prévu, je pense. Mais c'est tellement quelque chose qui regorge d'études, de sujets, que c'était impossible pour moi que de le condenser. Si vous avez tenu jusqu'au bout et que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose qui demande du travail. Alors j'espère que vous saurez reconnaître la valeur de ça. Si vous avez des questions, si vous avez des retours, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter le plus possible. Moi, ça m'encourage vraiment dans ce travail. Et puis, ça peut permettre aussi de donner de la visibilité à cette vidéo et puis de la partager au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis, je vous souhaite le meilleur.